Je vais ensuite passer à la simulation de quelques scénarios dans le cadre d'un modèle input statique et puis dans le cadre d'un modèle input ce qu'on a essayé de dynamiser, donc je l'ai appelé semi-dynamique parce qu'on n'a pas pu tout dynamiser, c'est un travail titanesque. Et c'est un travail en cours qui va prendre sans doute encore 20 ans, mais voilà, on fait milieu chaque année. Donc le but, en fait, c'est pourquoi développer un outil input-output. Moi, dans le cadre de la thèse qui avait été en partie supervisée par José Pérez, l'idée c'était de comprendre les interactions entre l'économie et l'écosystème, et donc c'était tous les impacts économiques réels et les variables écosystémiques réelles. Puisqu'en économie, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur des prix hypothétiques avec les évaluations contingentes, etc. Ici, ce n'était pas vraiment le but. On voulait vraiment voir comment l'économie avait besoin de l'écosystème pour fonctionner et le quantifier autant que possible. Et inversement, comment l'économie aussi parfois, même souvent, détruisait l'écosystème dans une application au cas des nourriceries de poissons de l'estuaire de la Seine. Tout en essayant de gérer au mieux les incertitudes, et comme on avait la prétention de vouloir être aussi holistique, aussi global que possible, forcément ça génère beaucoup d'approximations, parce qu'on ne peut pas tout couvrir. Plus on couvre quelque chose de global pour être complet, plus on fait des approximations, avec beaucoup d'incertitudes, et comment gérer ça. Et puis j'ai aussi rajouté quelque chose tout récemment, les blocages humains, puisque quand on fait des beaux modèles, en disant ce qu'il faut faire, évidemment il y a personne qui le fait parce que ça coûte trop cher, parce que c'est trop idéaliste, parce que pour plein de raisons, ça reste au stade papier de la publication scientifique, et ça ne se concrétise pas, et donc, actuellement j'essaie de travailler là-dessus. Donc l'approche input-output, le modèle input-output, ça a été développé aux alentours des années 1930 par Vassili Leontiev, et il est parti de l'idée super simple de dire que les flux économiques devraient être consignés, enregistrés par origine et destination. Donc l'origine, c'est là où c'est produit, et destination, là où c'est consommé. Et c'est ça, le génie de Leontiev, c'est que ce qu'il a proposé est absolument stupide, et sur base de quelque chose de stupide ou de très simple, il a réussi à construire des équations linéaires, des équations matricielles, pour simuler la réalité économique. Et aujourd'hui, ces modèles, ces matrices input-output sont encore au cœur de la plupart des modèles économiques, comme les modèles d'équilibre généraux. Sauf qu'ils ont évidemment peaufiné, amélioré le modèle. Alors je dis amélioré, certains pensent plutôt que ce n'est pas une amélioration, que c'est une catastrophe, mais on ne va peut-être pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Et donc la logique, elle est très simple. J'ai pris la filière agricole jusqu'à la vente aux consommateurs finaux. Donc ici, ce serait le cas des vêtements, par exemple. Et le modèle input-output, tout ce qu'il dit, c'est qu'il y a un producteur primaire, l'agriculteur, qui fait du coton. Puis il vend ce coton à un secteur textile, qui file le coton, qui fait du textile, et qui coud des jeans, des vêtements, qu'il vend à Zara, H&M, Massimo Dutti, Springfield et toutes les chaînes de vêtements, qui seront ensuite achetés par les ménages, vous et moi, par les étrangers, les exportations. Et puis dans les catégories de demande finale, des modèles input-output, il n'y a pas que les ménages, il n'y a pas que les étrangers, il y a aussi les administrations publiques, les associations sans but lucratif, les investisseurs. Donc on considère que l'investissement c'est une catégorie de demande finale. Et en fait c'est aussi surtout les drivers de la croissance. On peut driver la croissance par la consommation des ménages, ou aussi par l'investissement. Tout ça c'est dans cette catégorie-ci, ça occupe une colonne bien précise dans les matrices input-output. Pour le vocabulaire, ça c'est des échanges interindustriels, donc on appelle ça la demande intermédiaire d'input. Donc c'est des échanges de matières premières ou de produits semi-finis, ou de services intermédiaires. Et puis ensuite, ça leur permet de fabriquer un output final, un produit final, qui lui sera vendu aux consommateurs finaux. Et il n'y a pas que ces échanges, il y a aussi tous les inputs primaires, c'est en fait la rétribution des facteurs de production, autrement dit les éléments de la valeur ajoutée, et on a ça pour chaque secteur de la matrice input-output. Moi je travaille avec une matrice qui fait 64 secteurs, donc là j'avais mis que 3 pour la simplicité de l'exemple. Et donc dans ces inputs primaires, on a la force de travail. Donc j'ai été bref, c'est pas la force de travail, c'est la rémunération de la force de travail, donc c'est les salaires. On a la rémunération du capital financier, donc c'est tout le profit qui va rétribuer les actionnaire, le taux d'intérêt bancaire, etc. L'allocation, si vous louez un bâtiment pour exercer une activité commerciale, ça rentre là-dedans. Et puis il y a toute l'allocation du capital technique si vous louez des machines
Vous êtes une grosse industrie, vous louez des machines. Et enfin, les taxes qui vont rémunérer les administrations publiques. Tout ça se retrouve de manière quantitative dans les modèles input-output. Un autre schéma qui peut essayer de clarifier comment ça fonctionne ces modèles, sans devoir vous détailler toutes les équations, parce que ça me prendrait 3 heures. On a les échanges interindustriels, donc secteur primaire, secondaire, tertiaire. En réalité, ce n'est pas 3 cases, mais c'est 63 colonnes, 63 secteurs, ou 64 pour les matrices que j'utilise. Ils échangent des produits entre eux, des produits intermédiaires, des inputs intermédiaires, qui leur permettent de vendre des biens et services finaux à la demande finale. Plusieurs catégories de demande finale qui sont listées là. Grâce à ces biens et services, les entreprises sont rémunérées, puisque quand on achète un bien et service, on paye un prix à l'achat, donc il y a un flux financier qui rentre ici. Et ce flux financier permet de payer des revenus, revenus du travail, revenus d'actionnariat, les dividendes, revenus des propriétaires immobiliers, les loyers. Et donc là-dedans, il y a des travailleurs, il y a des propriétaires terriens, des propriétaires immobiliers, des actionnaires. Et tout ça, tous ces gens-là reçoivent un revenu. Et grâce à ce revenu, ils acceptent de mettre au service de l'entreprise leur force de travail, leur capital financier ou technique, leur terrain, leur bâtiment, qu'ils mettent en location, etc. Et donc le modèle input-output, c'est ça qu'il fait, de manière plus ou moins parfaite, plus ou moins imparfaite. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est connecter ça aux habitats marins, de type nourricerie, de poissons, dans l'estuaire de la Seine. Donc ça, c'était pas facile, on a beaucoup échangé avec des biologistes d'Agrocampus à Rennes, pour voir comment connecter les équations de population de poissons aux habitats de nourricerie, et puis comment connecter ça à un modèle économique. Et ce que nous on fait dans la partie économique, c'est ces 3 choses. On sait que quand on investit dans la restauration de nourricerie, ça augmente la consommation finale, parce que l'investissement est une catégorie de consommation finale. Donc ça booste l'économie, c'est bon pour l'économie. Ça c'est une composante positive pour l'économie. Après, ceux qui doivent dépenser de l'argent pour payer cette restauration de nourricerie, eux ils sont moins contents évidemment, c'est une perte financière pour eux, mais macroéconomiquement parlant, ça peut être un jeu à somme nulle, il y a des gens qui perdent, des gens qui gagnent, et nous on essaie de voir qui perd, qui gagne, et en quelle quantité, et voir ce qui va se passer. En deuxième point, un autre impact économique, c'est que lorsqu'une entreprise doit investir dans la restauration de nourricerie, donc typiquement le port du Havre, le port de Rouen, parce qu'ils ont détruit les nourriceries, ils peuvent moins rémunérer leurs salariés ou leurs actionnaires, ou bien les deux à la fois, parce qu'ils ont une manne financière qui part dans les nourriceries, et donc ils ont moins de rentrée financière, la part de rentrée financière qui peut rémunérer leurs salariés ou leurs actionnaires est moins importante, et donc ça diminue aussi le pouvoir d'achat. Si vous êtes un actionnaire ou un salarié, vous avez moins d'argent, vous acheterez moins, donc c'est le point 3. La consommation diminue pour ceux qui doivent souffrir une baisse de salaire. En général, ce n'est pas qu'il y ait des baisses de salaire, mais il y a un ralentissement de la croissance des salaires, donc ça ralentit un peu toute la consommation finale. Et c'est ces 3 éléments-là qu'on essaie de prendre en compte de manière, encore une fois, plus ou moins imparfaite et en amélioration constante. Ça, c'est une table input-output ultra simplifiée, avec 3 secteurs en colonne, 3 secteurs en ligne, les inputs primaires qui représentent la valeur ajoutée, donc salaire, dividendes, taxes, et puis la partie de la demande finale. Ici, j'ai agrégé tout ça pour que ça rentre dans un slide lisible, et j'ai mis les notations conventionnelles. Et donc dans le slide, dans la diapo qui était erronée, que j'ai remplacée là avec l'autre clé USB, j'avais expliqué toutes les équations que Léontief a réussi à créer à partir d'un simple tableau comme ça. Mais je vous en fais grâce parce que sinon il n'aura pas le temps. Mais pourtant c'est super intéressant. J'ai présenté ça à des étudiants il y a quelques semaines et j'ai réussi à les intéresser. Ce qui est rare parce que ça peut être assez rébarbatif. Et c'est vrai que c'est assez fou de se dire, à partir d'un bel tableau de chiffres, Léontief a pu imaginer des équations linéaires qui simulent l'économie. C'est quand même du génie. Dans les années 30, et en plus sans ordinateur. C'est une chose que moi je ne sais pas comment est-ce qu'on fait ça. Donc voilà, c'est assez amusant de se dire ça. La logique, c'est qu'on a en ligne les secteurs producteurs et en colonne les secteurs consommateurs. Donc les secteurs, ils n'arrêtent pas d'échanger entre eux des services, que ce soit des services d'avocats, des services comptables, des services
des matériaux plastiques, des plastiques de base qui permettent de faire des tupperwares en plastique ou des bouteilles de coca en plastique. Tout ça, c'est des échanges entre secteurs. Et donc, par exemple, la pêche, qui est la première ligne, produit un output du poisson, j'ai mis 15 € comme ça pour l'exemple, qu'elle vend à d'autres secteurs de pêche. Il y a toujours une interaction, dans les matrices input-output, on remarque toujours qu'un même secteur échange à l'intérieur de lui-même entre différentes entreprises. Dans le cas de la pêche, je n'ai pas d'exemple sur quoi est-ce qu'un pêcheur échangerait avec un autre pêcheur. Pour d'autres secteurs, c'est plus évident. Comment? Oui, des appâts. Ou la conche, la conquiculture, entre les naisseurs, les grossistes, etc. Ah oui, et c'est vrai que comme dans la pêche, il y a aussi l'aquaculture. C'est vrai que, éventuellement, peut-être qu'un pêcheur pourrait alimenter une aquaculture avec des poissons pour nourrir des poissons d'élevage, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et donc, quand la pêche produit un output de poisson, ça devient un input pour les industries du secteur de la pêche qui le consomment. Il alimente aussi le secteur tertiaire. Bon, là, ça peut être les restaurants, ça peut être les plats Picard, les plats Carrefour, tout ce qui est agroalimentaire. Ça peut être le secteur de la chimie qui utilise de l'huile de poisson. Output de la pêche devient un input pour le secteur tertiaire, etc. C'est toujours cette output-input. Output-input. C'est ça la logique. Et donc, un même élément de la matrice est à la fois un output et à la fois un input. Ça dépend par quel acteur, la perspective de quel acteur on regarde. Même chose pour la demande finale, ils consomment des outputs qui deviennent pour eux des inputs. Même chose pour la demande étrangère, c'est-à-dire les exportations. Et au final, on somme la ligne, 15 plus 15 plus 50 plus 20 plus 100, ça fait bien 200. Ben, c'est un simple total. Et c'est sur base de ce total-là que Leontief a construit ces équations linéaires. Voilà, c'est fini pour l'explication de la matrice ultra-synthétique. Donc nous, on a tenté de l'appliquer au cas de nourricerie de l'estuaire de la Seine. Et donc l'estuaire de la Seine, c'est une zone d'étude assez intéressante parce que, comme la plupart des estuaires, c'est un endroit très riche en biodiversité marine. Et c'est aussi un endroit très riche en activités industrielles. Les estuaires, c'est des abris assez utiles pour installer des ports. Et donc, on retrouve le port du Havre, qui est le port français le plus important en produits produits pétroliers bruts, et maintenant aussi en tous ces ports-conteneurs gigantesques qui arrivent en France depuis la Chine, depuis le Brésil, etc. Le port du Havre les accueille. Il s'est agrandi en 2004-2006 pour pouvoir accueillir ces bateaux. Et donc la moitié du trafic au port du Havre, c'est aussi les grands porte-conteneurs qui arrivent de partout dans le monde, et notamment de la Chine en grande partie. Et puis, plus en amont de l'estuaire de la Seine, il y a Rouen, le port de Rouen, qui est un port important en produits pétroliers raffinés et en produits agricoles. Très très important à l'échelle de la France, mais minuscule à l'échelle européenne. Et comme à côté de ces deux ports, il y a Rotterdam et Anvers, eh bien, la concurrence est rude. Et donc, moi, quand j'ai été voir le port du Havre et le port de Rouen, ils m'ont quand même bien fait passer le message. Vos belles idées, c'est bien gentil, mais nous, on doit faire face à des concurrences assez importantes à part de Rotterdam et d'Anvers, en Belgique et en Hollande. Et donc, on n'est pas là pour jouer, quoi. On peut se faire... les bateaux peuvent continuer leur route et aller ailleurs si on ne parvient pas à être attractif. Et ça, ce commentaire a quand même une influence sur la manière dont la recherche a été menée, parce que c'était un facteur qui m'a semblé bon de prendre en compte. Tout en sachant que dans l'affaire, il y a aussi Total, Esso, ExxonMobil et d'autres entreprises chimiques qui ne sont pas très très positives en termes d'impact environnementaux. On peut se poser aussi la question de leur rôle en termes d'impact sociaux. Et donc il fallait jouer avec tous ces paramètres qui étaient quand même difficiles à gérer aussi bien que l'on pouvait le faire. Donc ça, c'est une vue aérienne de l'estuaire de la Seine, avec le pont de Normandie là-bas au fond, et une nourricerie que l'on retrouve ici. Donc à marée basse, cette vasière, cette boue de sédiments fins, donc ce sont des sables fins et des lavages. À marée basse, c'est hébergé, et les oiseaux utilisent ça comme nourricerie d'oiseaux. La marée haute, l'eau arrive, c'est une eau peu profonde, donc la lumière passe, les algues peuvent se développer, il y a des petites crevettes, et les poissons, les jeunes alevins de poissons de moins d'1 an viennent s'alimenter dans ces nourriceries. Et c'est vraiment la crèche, en fait, c'est l'école maternelle
des poissons de toute la Manche, entre la France et l'Angleterre. Et donc il y a 9 zones estuariennes ou côtières dans la Manche, entre l'Angleterre et la France, qui alimentent toute la Manche en poissons, en créant ces nourriceries pour jeunes alevins. Et si on les détruit, on peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer des stocks de poissons dans la Manche. Et la destruction des nourriceries est un phénomène qui n'est pas seulement français ni normand, mais c'est un phénomène qui se produit dans toutes les côtes, en tout cas de la Manche. Je parle de ce que je connais, mais j'imagine aussi ailleurs. Et depuis 1834, on n'arrête pas de construire des digues pour améliorer le chenal de navigation, améliorer la profondeur de l'eau, l'expulsion des sédiments. Et ces digues modifient les dynamiques sédimentaires et modifient la répartition des nourriceries de poissons. Et quand je dis depuis 1834, c'est parce qu'on a des données depuis 1834, mais en fait c'est depuis 1500 que le port du Havre se développe de plus en plus. Alors là, c'est les données que nous avons. 5 points d'observation entre 1830 et 2004. Et on voit qu'on est passé de 180 km² à 111 km² de nourricerie de poissons dans l'estuaire de la Seine. Là, ce sont des cartes historiques. Donc ça a été fait sur base de données produites par Sébastien Rochette à Agrocampus. C'est Agrocampus Ouest, à Rennes. Ouais. Sébastien Rochette, Olivier Lepape et d'autres. Et ça, c'est Nicolas Levessine qui a produit des cartes historiques depuis 1850 jusqu'à Today c'est 2002-2004, ils ne savent pas exactement, mais c'est un an. Et on voit que l'estuaire de la Seine n'a pas arrêté de se rétrécir de plus en plus en largeur, avec ce chemin de navigation ici, des digues qui sont de plus en plus longues et qui permettent aux bateaux de rentrer dans l'estuaire. Et les zones gris clair sont les zones de nourricerie intertidale, dans la zone de Valençon des Marais, qui sont très riches en poissons et dont la surface n'a pas arrêté de se réduire. Alors nous, on a travaillé essentiellement sur la sole, parce que c'est un poisson qui est abondamment étudié. On avait des données très détaillées sur la sole et son habitat marin. Il a une valeur commerciale assez élevée, donc c'est bien pour les interactions économie-écosystème. C'est un indicateur de qualité écologique de l'écosystème. Mais évidemment, ça limite terriblement l'amplitude du phénomène. On a malheureusement dû se limiter à la sole, alors qu'il y a 9 espèces de poissons commerciales qui dépendent des nourriceries dans l'estuaire de la Seine. Et nous, on n'en a étudié qu'un seul. C'est une des grandes limites de l'étude, mais au moins on a pu faire cette étude sur des données solides et détaillées, ce qui garantit une certaine qualité du travail. Si on avait voulu élargir à d'autres espèces, on aurait dû faire des approximations à la louche. On a essayé de cerner un peu l'ampleur de ce que l'on étudiait dans la complexité globale du phénomène. Alors ici, c'est un schéma synthétique qui résume ce que l'on trouve dans l'estuaire de la Seine. Des activités économiques primaires et secondaires, donc tout ce qui est industriel, chimique, plastique, pétrole, tout ce qui est transport maritime et activités portuaires. Et puis, on a les secteurs... là, c'est les secteurs secondaires et tertiaires. Et là, on a les secteurs primaires, comme l'agriculture ou la pêche professionnelle. Et ensuite, tous les services écosystémiques. Donc, les services d'habitat, nourricerie de poissons et d'oiseaux à marée basse. Protection contre les inondations. Les nourriceries peuvent être des zones tampons de protection contre les inondations. Les oiseaux, qui vivent à marée basse dans les nourriceries de poissons, et puis des nourriceries d'oiseaux, qui permettent la chasse récréative. Les poissons qui permettent la pêche professionnelle et la pêche récréative. La pêche récréative qui est complètement négligée dans cette étude, alors qu'elle aurait un impact économique indirect supérieur à la pêche professionnelle. Donc ce serait important un jour de le prendre en compte. Un rôle de détoxification des contaminants. Il y a le bouchon vaseux qui pourrait avoir un rôle de... Alors, je n'ai pas étudié le bouchon vaseux, donc je vais éviter de dire des bêtises, mais je pense qu'il peut y avoir des rôles de sorption, désorption, et qui peuvent avoir un rôle de détoxification quand les contaminants sont fixés sur les particules vaseuses. Et nous, qu'est-ce qu'on a pris en compte? Que ce qui est dans les pointillés là en bleu. C'est-à-dire tous les secteurs économiques, ça c'est pris en compte automatiquement par la matrice input-output. Le service de sport de vie dans le type habitat pour les poissons. Les poissons qui se nourrissent dans ces habitats.
la pêche professionnelle, et le reste est complètement omis de l'étude. Et donc c'est très très important d'en avoir conscience. Parce qu'après, dans l'analyse des résultats, moi j'espérais, à l'issue de ce travail, montrer que quand on restaure l'écosystème, l'économie se porte mieux, et je suis arrivé à la conclusion inverse, ce qui était extrêmement déroutant. Et en fait, l'hypothèse, c'est de se dire, mais si j'avais inclus ça, peut-être que j'aurais obtenu ce que je voulais. Donc, ce que j'ai dû me limiter à dire, c'est il semblerait que quand on restaure les nourriceries, l'économie, le temps de la période de restauration se ralentit un petit peu, mais le degré de ralentissement est tellement faible qu'il semble intéressant pour l'écosystème et les retombées non quantifiées de tout de même restaurer malgré le faible coût identifié, parce que ce coût est très faible. Et puis, ajouter, et si on avait pris en compte les autres bénéfices environnementaux, peut-être que ce ne serait pas un coût, mais un bénéfice net. Ça n'a pas pu le démontrer. Et peut-être qu'en incluant simplement la pêche récréative et la chasse récréative, on serait arrivé à la conclusion que je voulais. Mais on n'a pas fait. On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu les moyens, mais on peut encore le faire. Ensuite, une fois qu'on avait balisé le système à étudier, qu'on avait construit la matrice input-output régionale, parce que les données sont nationales, donc il a fallu faire tout un travail de downscaling, de régionalisation de la matrice nationale française à l'échelle de l'estuaire de la Seine, c'est-à-dire de la région Haute-Normandie. On a pu commencer à construire des scénarios de simulation. Et donc la régionalisation, c'était un gros travail, parce que la région Haute-Normandie, qui recoupe l'estuaire de la Seine, qui recoupe le sous-bassin sénégal, c'est 3% de l'économie française, que ce soit en termes de PIB, de valeur ajoutée, d'emploi. En gros, c'est 3% de l'économie française. Donc on avait 100% dans la table input-output française nationale, et on doit en extraire les 30% qui correspondent à la Haute-Normandie. Donc c'était vraiment un gros travail qu'il a fallu valider, rétro-valider pour s'assurer que le pourcentage d'erreur n'était pas trop important. Et donc on a des pourcentages d'erreur sur nos résultats de l'ordre de 15 à 20%. Ça dépend de quel secteur on parle. Quand on demande au modèle de produire une valeur agrégée, tout secteur économique confondu, les pourcentages d'erreur tombent à des niveaux très très bas. Mais si on va dans des agrégations assez importantes et qu'on veut des résultats secteur par secteur, là on a des taux d'erreur de 15 à 20%, suivant le secteur et suivant la variable étudiée. Mais tant qu'on le sait, ça va. Après on peut vérifier si nos résultats veulent dire quelque chose ou pas, au vu de cette erreur-là. Donc, à l'époque, le modèle était statique et purement linéaire. Donc je vais d'abord vous montrer les résultats d'un modèle statique et purement linéaire. Et donc c'est aussi une faiblesse, puisque la réalité n'est pas linéaire. Mais certains de mes collègues qui n'aiment pas les études quantitatives et qui n'aiment pas la modélisation me disent, si la réalité n'est pas linéaire, ton modèle, tu le mets à la poubelle. Et moi je réponds non, parce que même si on a une réalité qui évolue comme ça, on peut quand même l'approximer par une droite qui sera plus ou moins inclinée. Certes, on n'aura pas les valeurs intermédiaires justes, pas exactement justes, mais on a quand même une tendance, et puisqu'on a calculé un taux d'erreur, on peut estimer l'erreur sur le modèle, mais évidemment, il ne faut pas se leurrer, c'est comme pour les modèles du climat, il y a des erreurs qu'on n'a pas pu calculer, soit parce qu'on les ignore, soit parce qu'elles n'ont pas été inscrites dans l'architecture de modèles, qu'on ne peut même pas les prendre en compte. Je pense à tous les services écosystémiques que l'on a omis, mais au moins ça a été signalé. Alors la question dans les scénarios de restauration, c'est on restaure où et on restaure combien? Alors où on restaure, là j'ai fait une suggestion comme ça, hypothétique, j'ai proposé qu'on dit qu'on va restaurer là. Le rectangle est à l'échelle, donc 24 km² de restauration, ça correspond à une surface comme ça. Mais évidemment, si on voulait vraiment faire un scénario qui tient la route, il faut faire appel à des ingénieurs et à des hydromorpho-sédimentologues, donc des géologues, pour qu'ils nous disent si on peut restaurer à cet endroit-là ou pas. Donc, à ce moment-là, donc là, on a le Havre, Honfleur, Villerville, Rouen, quelque part ici en amont. Ici, j'ai mis en parallèle une carte qui montre la densité des poissons dans les nourriceries. Donc, plus c'est rouge foncé, plus il y a des juvéniles de sol qui sont présents en grand nombre par kilomètre carré. Et quand on va vers le jaune ou l'orange, il y en a beaucoup moins. Nous, on a travaillé que dans le triangle de l'estuaire, ici. Enfin, pour la partie écosystémique, on ne travaille que ici. Pour la partie économique, c'est toute la région Haute-Normandie. Et là, je proposais de restaurer ici, mais ça n'influe pas sur le modèle. Dans notre modèle, peu importe où on restaure, il ne faut pas non plus aller en pleine mer, sinon les coûts deviennent exorbitants,
Mais donc c'est sûr qu'il faudrait faire une étude de faisabilité technique pour voir si on restaurerait peut-être un petit morceau ici, un petit morceau là, etc. Ça dépasse le cadre de cette étude. Mais je le signale parce que ça avait été critiqué à l'époque. Et c'est vrai que c'est important à signaler. Ah oui, alors pourquoi 24 km²? Parce qu'en 2004, il y a eu des ateliers participatifs, dans lesquels d'ailleurs des scientifiques d'Ifremer ont participé, qui rassemblaient des pêcheurs, des représentants de la société civile, des ONG, les représentants du port du Havre, de Rouen, de certaines industries. Et ils ont été d'accord de dire que ce serait génial, ce serait parfait, le scénario idéal, ce serait retourner à l'état de l'estuaire de la Seine, en termes de nourricerie, qui était présent en 1979-1980. Et donc, on a fait... Alors, eux, ils avaient dit que ça correspondrait à restaurer 6 km². Mais nous, on a fait des petits calculs, on a fait des petits modèles, et on a consulté des experts en hydromorphologie. Et nous, on a calculé que si on voulait retrouver les conditions de la fin des années 70, début années 80, il faudrait restaurer exactement 23,72 km². En gros, 24 km². Ce qui est déjà un scénario très ambitieux, qui ne verra sans doute jamais le jour, mais moi j'avais envie de pousser loin le scénario pour voir ce qui se passait au niveau économique quand on est très ambitieux au niveau écologique. Toujours dans l'idée, montrons que c'est possible, et bon, on n'est pas exactement arrivé à cette conclusion-là, mais vous allez voir les résultats. Alors, le premier scénario, c'est un scénario pollueur-payeur normal, conventionnel. Celui qui détruit, répare et paye pour la réparation. Donc ici, c'est les ports. Le port du Havre et le port de Rouen, essentiellement. On appelle ce scénario One Round, un premier ordre, parce que c'est le premier ordre de destruction. C'est le port est détruit, c'est le premier destructeur direct, c'est lui qui paye. On décide qu'on revient aux conditions de 1979, donc on restaure 24 km². Les autres secteurs ne payent rien. On propose de restaurer sur une période de 11 ans pour étaler les coûts et aussi les travaux, parce que même je crois que 11 ans pour restaurer 24 km², à mon avis, c'est un rythme tellement soutenu que ce serait difficile à tenir. La surface totale restaurée au bout de 11 ans serait de 23,72 km², et le coût annuel de restauration est de 64 millions d'euros. Je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup ou pas. Enfin, pour notre bourse personnelle, c'est peut-être beaucoup. À l'échelle de la région de Normandie, je peux vous dire que c'est rien du tout. Mais dans l'esprit des industriels qui devraient payer ça si on les obligés de payer, c'est énorme. Pour le port du Havre tout seul, c'est impayable. Enfin, c'est impayable si on veut qu'il reste concurrentiel, compétitif, et puis qu'il puisse continuer à investir dans les infrastructures portuaires, sachant que les techniques de transport maritime évoluent en permanence et il faut en permanence investir pour s'adapter à l'évolution du transport maritime mondial. Là, je vous recrache le discours d'un responsable départemental du port du Havre, mais je trouvais que ça avait l'air de tenir la route. Voilà, et pour la méthode utilisée, donc, je répète, c'est un modèle statique de type Commodity by Industry, couplé à des équations linéaires de population de poissons, la seule en l'occurrence, qui sont des équations de population, qui sont des fonctions de l'habitat marin, de la pêche et de la mortalité naturelle. Voilà pour les premiers résultats. En haut, on a la distribution de la responsabilité environnementale. Donc ici, c'est 100% de la responsabilité allouée au port du Havre de Rouen. Donc il doit restaurer la totalité des 23,72 km². C'est le premier graphique. Il y a deux colonnes, mais je ne les détaille pas pour l'instant, c'est pas intéressant pour le moment, c'est le même résultat. Et ensuite, ici, c'est le coût de restauration annuel que les ports doivent assumer en pourcentage de leur profit. Donc là, on voit qu'ils sont à 103% de leur profit, c'est-à-dire qu'ils sont négatifs. Ils ont dépensé tout leur profit pour restaurer, ils doivent encore trouver 3% de leur profit pour finir de restaurer, donc ils doivent emprunter à la banque. Évidemment, c'est un scénario qui est totalement inacceptable pour le port du Havre de Rouen, qui ne passera jamais, et si on le présentait en réunion
avec des responsables financiers, ils rigoleraient et puis on irait prendre un café. Et puis, donc ce n'est pas légitime, ce n'est pas acceptable pour le port du Havre de Rouen. Et à mon sens, ce n'est pas non plus acceptable pour nous tous, parce que nous tous, nous bénéficions du service offert par les ports sur le territoire français, qui est de pouvoir consommer des produits importés. Et j'imagine que ça a été importé, ça a été importé, tout ce que j'ai ici a été importé. Donc je peux difficilement incriminer le port du Havre de Rouen et leur demander d'assumer totalement les coûts. C'est pour ça qu'on va passer à d'autres formes de scénarios. Ah oui, avant de passer à d'autres scénarios, impact sur le PIB. On voit que si on ne restaure pas, on a un PIB régional de la Haute-Normandie qui correspond à 55 milliards d'euros en 2017. 55 milliards d'euros. Si je restaure, en 2017, le PIB passe sous la barre de 55 milliards. Mais pas beaucoup. Alors, j'avais calculé, il y a une perte de 1,5% quand on restaure par rapport à la situation sans restauration. Mais ce n'est pas tellement parlant. Je vais parler en taux de croissance annuelle. Si on ne restaure pas, le PIB va croître de 1,3% par an tous les ans. 1,3%. Et si on restaure, il croîtra de 1,2%. Donc on perd 0,1 point de croissance. Je ne sais pas, il faut demander au ministre de l'économie, des finances, si c'est un problème ou pas. Il faut demander aux entreprises concernées si ça leur pose problème ou pas. Est-ce que perdre 0,1 point de croissance au profit de l'écosystème et de tous les bénéfices environnementaux qui en découlent, est-ce que ça vaut la peine? On pourra en débattre. Moi j'ai une opinion personnelle, mais quel serait une vue objective sur la question? Je ne sais pas. Voilà. Sachant que, quand je dis qu'on perd 0,1 point de croissance, sachant que tous les services écosystémiques n'ont pas été inclus. Si je les incluais, peut-être que ce serait l'inverse. C'est même très possible, mais je ne peux pas le démontrer. Ça, c'est les impacts environnementaux. Donc, on voit... alors là, c'est un graphique sous une forme un peu différente. J'ai tout de suite mis le scénario business as usual, donc sans restauration, je l'ai calibré à 100. Si le scénario avec restauration, qui est le scénario présenté ici, est mieux que le business as usual, on est au-dessus de 100. S'il est moins bien, on est en dessous de 100. Donc là, pour la surface de nourricerie, on est au-dessus de 100 parce qu'évidemment, on a restauré. Là, quand on restaure, on a une surface de nourricerie qui est 20,6% supérieure à une situation sans restauration. Et quel est l'impact en termes de poissons? Eh bien, grâce à la restauration, la contribution régionale de l'estuaire de la Seine au stock total de sol dans la Manche passe à 18,5% au-dessus de ce qu'on aurait dans le scénario idéal. Avec les marges d'incertitude qui sont là, mais qui ne changent pas nos conclusions. Donc, que la valeur réelle soit sur la barre inférieure ou la barre supérieure, ça ne change pas l'idée que quand on restaure, environnementalement parlant, c'est quand même toujours mieux. Si la barre d'erreur était de part et d'autre de 100, on ne saurait pas en fait si on fait mieux que le business as usual. Mais là, la barre d'erreur est de toute façon au-dessus de 100, donc dans tous les cas, quelle que soit l'erreur, on fait mieux quand on restaure que quand on ne restaure pas. Oui, là j'ai pas fait les calculs d'erreur. Là non plus. De toute façon, pour des valeurs très agrégées comme le PIB, l'erreur est très faible. C'est quand on désagrège par secteur que l'erreur devient importante. Bon, voyant que le secteur portuaire était fortement impacté, puisque les coûts de restauration étaient de 103% de leur profit, je me suis dit, on va répartir les coûts et voir ce qui se passe.
Mais comment répartir les coûts? Alors depuis 2005, il y a une littérature qui se développe sur la responsabilité environnementale partagée. Ça a été développé par Manfred Lenzen, qui est un Australien, et puis d'autres. Et l'idée, c'est que, et ça s'applique très bien au modèle input-output, parce qu'il y a cette histoire de première round, deuxième round, troisième round, qui s'applique un peu, je suis producteur, je fournis un bien ou un service à un autre producteur, donc le deuxième round, qui transforme ce que je lui fournis, qui le fournit à un autre producteur, le troisième round, etc., jusqu'au n round, c'est-à-dire jusqu'à la demande finale. Et donc ici, on a un pollueur direct, qui sont le port du Havre et de Rouen, qui permet d'apporter du pétrole brut et plein d'autres choses, du charbon, du gaz naturel, qui le vend au second round, qui sont toutes les raffineries de pétrole, l'industrie du charbon, le stockage, les industries qui chargent du stockage du gaz naturel, etc., qui, eux, produisent de l'énergie et qui permettent de fabriquer de l'électricité, du gaz, de la vapeur et de l'eau chaude, qui permettent d'alimenter en énergie les ménages. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, tout le monde est responsable dans la chaîne de production, depuis l'amont jusqu'à l'aval, de ce que le port a détruit en nourricerie, mais à des degrés différents. Et la grande question, c'est de savoir à quel degré, quel coefficient de responsabilité on met à chacun. Alors Gallego et Lenzen, en 2005, ils ont mis un quart, un quart, un quart, un quart. C'est ultra arbitraire, évidemment, mais ils n'avaient pas d'autres idées. Et puis, Lenzen et ses collègues en 2007, ils ont dit non, on va rationaliser le débat. On va trouver un coefficient de responsabilité depuis le producteur jusqu'au consommateur final qui soit pas exactement le même à chaque fois. Dans l'idée qu'un consommateur, il peut choisir ce qu'il consomme, donc il a une part de responsabilité, mais on n'est pas complètement libre. Moi, je ne sais pas si je pourrais m'habiller avec des vêtements produits en France, peut-être que ce serait trop cher par rapport à mon revenu. Est-ce que je pourrais acheter un téléphone portable fabriqué en France? Donc, j'ai un collègue maintenant qui a un Fairphone, je ne sais pas où il est produit, peut-être qu'il a quand même été importé, peut-être qu'il a été importé via le port du Havre. Donc malgré tout, en tant que consommateur, on a les choix, on peut orienter nos choix de consommation pour réduire notre impact sur la destruction de l'industrie, en consommant moins de produits importés. Mais on est quand même limité dans une certaine mesure par le système dans lequel nous vivons. Donc on est pris en otage par ce système. Donc on accepte une part de responsabilité, mais elle est limitée. Et comment ça va quantifier ça? Et Manfred Lenzen, il a proposé au prorata de la valeur ajoutée. Je crois que j'ai un schéma qui le suggère. Oui. Et donc, ça c'est le même schéma que précédemment, mais j'ai un peu plus détaillé. J'ai remis vraiment les secteurs, j'ai identifié les secteurs dans la matrice de coût qui font partie de chaque round. Et ça c'est vraiment un schéma qui montre le mode de calcul, donc il y a une part de responsabilité pour chaque secteur, une part de responsabilité pour le demandeur final de chaque secteur, et puis on les agrège suivant les différentes catégories du demande final. Et on a fait 4 scénarios. One round scénario, où il n'y a que le port qui paye, puis 3 round scénarios, où ces 3 secteurs payent, mais on les modifie à chaque fois, vous allez voir comment. Le 4e secteur que j'ai fait un 4 round scénario, mais ça ne servait à rien parce que ça donnait le même résultat. J'ai aussi fait un 2 round scénario. Finalement, le 3 round est bien représentatif de ce qu'on peut obtenir si on va jusque là ou jusque là. C'était pas la peine de multiplier les résultats, ça rendait les résultats assez confus. Et donc dans les 4 scénarios que l'on va simuler, donc 1, 2, 3, 4, on restaure à chaque fois 23,72 km², comme précédemment, de nourricerie intertidale. Ça change les coûts, hein. Si c'est subtidal ou intertidal, ça change les coûts. Là, on reste dans l'intertidal. Il y a juste une exception, dans le Modified 3 Round 1992 scénario, on ne restaure que 19 km². J'expliquerai pourquoi. Et ce qu'il a fait Manfred Lenzen, c'est-à-dire que la part de responsabilité de chaque round dépend de la valeur ajoutée. Si lui, il a une forte valeur ajoutée par rapport à son output total, par rapport à son chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il maîtrise bien son processus de production, il a un bon contrôle des processus,
et il a une capacité de changement. Parce qu'il a réussi à générer beaucoup de valeur ajoutée. Ce serait un indicateur qu'il a bien transformé sa marchandise, qu'il a apporté un plus dans la chaîne de production, et qu'il a un certain pouvoir, il maîtrise la technologie, il a un contrôle financier. Et donc, s'il a ce pouvoir-là, cette puissance, il a la capacité de changer les choses pour qu'elles soient plus environmental friendly. Et donc, j'ai mis value added, valeur ajoutée pour faire ça, mais c'est un ratio, c'est valeur ajoutée sur le coût total, et moi encore d'autres choses, mais je passe les détails. À l'inverse, si le port du Havre et de Rouen avaient une faible valeur ajoutée, ça veut dire que c'est juste un intermédiaire dans la chaîne de production, il ne transforme pas grand-chose, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, et donc ils assumeraient moins de responsabilité environnementale dans la destruction des nourriceries, et ce seraient alors peut-être les responsables de deuxième ordre ou de troisième ordre. Par exemple, ici on a l'industrie chimique, tout ce qui est pétrochimique, chimie du plastique, qui sont présents sur le port du Havre, et c'est grâce à eux aussi que le port du Havre s'est développé et a dû détruire les nourriceries. S'il n'y a pas toutes ces industries pétrochimiques, le port du Havre n'aurait pas pu se développer. Et donc évidemment que ces industries-là, elles ont un rôle important. Bon, il se fait que le port du Havre a une forte valeur ajoutée dans son chiffre d'affaires total, et donc il retient une forte part de la responsabilité environnementale. Et suivant les données que je prends, c'est soit 60%, soit 80%. Et donc le choix des données est important là. C'est un dilemme. Alors moi je n'ai pas donné les résultats avec les 80%. Je donne les résultats avec le pourcentage un peu plus faible. Mais ça reste une interrogation à creuser. Et on voit que le choix des données peut changer complètement les conclusions du travail. Et ce que ça impliquerait si c'était appliqué dans la vie réelle pour le port du Havre. Ensuite, à l'intérieur de chaque round, il y a à chaque fois plein de secteurs différents. Je les ai listés là. Comment est-ce qu'on a, nous, la responsabilité entre ces secteurs? Là, c'est le prorata de la consommation d'input intermédiaire. Plus ces secteurs-là consomment du service portuaire, plus ils payeront. Plus ces secteurs-là consommeront des services de ce genre-là, plus ils payeront. Mais à hauteur de ce coefficient-là. Et donc la logique de cette chaîne de responsabilité partagée, c'est que lui, il est responsable de la destruction de nourricerie parce qu'il consomme du service portuaire qui a détruit les nourriceries. Eux, ils sont responsables de la destruction de nourricerie parce qu'ils consomment leurs biens et services qui ont été produits en consommant du service portuaire qui a détruit les nourriceries. Et comme ça, on peut aller très loin. Et en général, dans la littérature, on lit, et je l'ai vérifié par moi-même, qu'au-delà du troisième round, c'est dérisoire, ces montants ici sont dérisoires, donc on peut s'arrêter. Alors voilà les trois scénarios de restauration. Donc celui-là, je l'ai déjà présenté, hein, c'était le pollueur tonnerre. Là, c'est three rounds, donc c'est les trois rounds que j'ai montrés. Là, c'est modified three rounds. Pourquoi modified? Parce que on allonge la période de restauration à 18 ans pour le secteur du portuaire. Parce que sinon, il va assumer des coûts trop importants, son profit chute trop, et on sait que la mesure ne passera pas. Le port du Havre et de Rouen feront pression, ils activeront les lobbies, où ils n'auront même rien à faire. Aucun décideur ne va vouloir mener le port du Havre et de Rouen à banqueroute, donc ça ne passera pas. Donc on a voulu voir ce qui se passait si on proposait de rallonger la période de restauration à 18 ans, mais juste pour le secteur portuaire, pas pour les autres secteurs. Et ensuite, on a aussi proposé autre chose. Les autres secteurs pourraient proposer sur une base volontaire d'aider le port du Havre et de Rouen en prenant 8 km² des coûts de restauration. Donc ce serait l'idée que sur une base volontaire, et pas obligatoire, parce qu'on se dit que dans l'époque actuelle, ça ne passerait pas, sur une base volontaire, les entreprises pourraient aider le port du Havre en leur disant on prend à votre charge une partie de votre charge de votre responsabilité environnementale qui correspond à 8 km². Dans le dernier scénario, on a fait la même chose et en plus, on décide de restaurer les nourriceries non pas telles qu'elles étaient en 1979, mais en 92. Et législativement parlant, ça marche. Il peut y avoir une base légale qui pourrait fonctionner, à creuser, mais en 92, c'est la directive Habitat.
Et en 79, c'était la directive oiseau. J'espère que je ne m'inverse pas. C'est quelqu'un les autres en fait. Je pense que c'est ça. Et donc la directive oiseau permettait déjà de protéger certaines nourriceries, parce qu'on a vu que les habitats pour oiseaux peuvent être les habitats pour poissons, suivant la marée. Et puis en 92, il y a l'habitat. Et donc on pourrait dire, revenons, on va restaurer la situation telle qu'elle était en 92, pas avant, parce que la loi n'était pas assez présente, et on ne peut pas inculper les secteurs industriels d'avoir détruit, puisque la loi le permettait. Et ça amène en fait à passer d'une restauration de 23 km² à 19. Donc la perte n'est pas immense, sachant que de toute façon ça reste extrêmement ambitieux. On ne restaurera probablement jamais une telle quantité, donc ça reste encore écologiquement acceptable au regard de ce qui est possible politiquement parlant. Et puis on a vu voir ce que ça donnait économiquement parlant. Alors le premier scénario, là on restaure 23 km² sur 11 ans pour tout le monde. Ça nous crée, on partage les coûts en fonction de la valeur ajoutée et de la consommation de coûts intermédiaires, comme j'ai montré sur le schéma avant. Et on voit que le port du Havre et de Rouen assume presque 11,4 km² de responsabilité dans la destruction. Puis après, on a tout ce qui est transport routier, commerce de gros, construction, transport par voie d'eau, fossil fuels, donc tout ce qui est raffinerie et importation de pétrole brut, commerce de détail. Puis bon, après, on tombe dans des valeurs assez faibles. Il y a le rectangle blanc et le rectangle noir. Le rectangle blanc, c'est avec le facteur historique. C'est-à-dire que plus un secteur est fait d'industrie ancienne, plus ils payeront parce qu'ils détruisent l'environnement depuis plus longtemps. Et on a fait ça parce que les études qui avaient travaillé sur la responsabilité environnementale partagée, ils travaillaient en général sur des flux de polluants, et nous on travaille sur un stock d'habitat détruit. Et donc il y a un passé, chaque année ils ont détruit, et donc on rogne un stock. C'est pas un flux de polluants qu'on peut décider d'arrêter, et que le jour où il est arrêté, il ne présente plus de dégâts, bon à part la partie qui reste dans l'environnement, mais qui finira par s'estomper. Là, ce qui est rongé à jamais. Et donc l'ancienneté était pour nous un argument. Vous avez détruit depuis plus longtemps, il faut réparer plus. Et donc on voit que quand on prend en compte le facteur historique, le rectangle blanc, mais certains secteurs doivent payer plus, d'autres moins, s'ils sont plus jeunes. L'impact sur les profits. Donc on a simplement pris le coût de cette restauration, on l'a divisé par le profit en 2012. Et on voit que pour le port du Havre, on est autour de presque 50%. Donc ça reste encore immense. C'est probablement inacceptable politiquement et financièrement parlant pour le port du Havre. On voit que le secteur des fossil fuels, alors qu'ils assument une bonne part de la restauration, en termes de profit, de perte de profit, c'est rien du tout. Il pourra assumer sans doute 5 fois plus. Donc ça montre aussi la capacité financière, la capacité à payer pour l'environnement. Et on voit que le secteur des énergies fossiles a une grande capacité à payer. Le secteur de la construction aussi, en fait la plupart des secteurs. Ici, malheureusement, tous ces secteurs d'activité d'emploi, donc par exemple les sociétés intérim, eux, ils ont une faible responsabilité environnementale et un impact fort sur le profit parce qu'ils génèrent peu de profit. Donc même un coût environnemental faible, les ruines, j'exagère, mais enfin, elles amènent à devoir payer jusqu'à 12% de leur profit. Et je crois que j'ai inversé tout à l'heure. Le rectangle blanc, c'est sans le facteur historique. Et le rectangle noir, c'est avec. Et donc là, on voit que pour que ça devienne acceptable, il faut appliquer le facteur historique et passer au rectangle noir. Comme ça, on passe de presque 14% à 6% de leur profit. Et même 6%, je crois que c'est encore trop. Il y a certains documents de la Commission européenne où on voit qu'au-delà d'une perte de 3% de profit, on considère que c'est inacceptable. 3%. C'est excessif. Le coût est excessif au-delà de 3% de profit. Et là, on est entre 14 et 6. Donc ça reste encore élevé. Donc on s'est dit, bon, moi ce scénario personnellement il me convient, mais c'est mon opinion personnelle, je sais qu'il ne passera pas. Donc je vais essayer autre chose. Qu'est-ce que je peux essayer ? Je décide
passer au Modified Three Round Scenario. Là, on avait donc élargi la période de restauration pour le port du Havre et de Rouen, et on avait proposé aux secteurs les plus riches d'aider les secteurs les plus défavorisés à raison de 8 km². Et donc ici, le plus défavorisé, c'est le secteur portuaire. Et donc on voit qu'on passe, alors qu'au graphe précédent, le port du Havre et de Rouen assumaient 11,4 km² de restauration, ici n'assume plus que 3,4 km². On est passé de 11 km² à 3 km². Ça, c'est la responsabilité environnementale du port du Havre dans ce scénario. Économiquement parlant, ça devient beaucoup plus sexy. Le port du Havre a une perte de profit qui est de l'ordre de 8%. Alors quand je dis perte de profit, c'est si tous les coûts, il les répercute sur les profits. Il ne le fera pas, évidemment. Il va sans doute le faire sur l'emploi, en grande partie. Mais en tout cas, c'est pour donner une sorte de grandeur. Le secteur des sociétés d'emploi, donc tout ce qui est intérim, etc., il passe de 12% à 6%. Avant, ils étaient à 14, maintenant ils sont à 12, et là, ils restent à 6. Donc ça ne bouge pas trop pour eux. En tout cas, pour le port du Havre et de Rouen, ça devient de plus en plus acceptable. Et puis, on a le dernier scénario. On s'est dit, même 8%, c'est inacceptable. Enfin, à vérifier, il faudrait aller voir les acteurs du port du Havre et de Rouen. Mais j'avais en tête cette idée que la Commission européenne déclare parfois que 3%, c'est déjà trop. Et là, on était toujours à 8%. Alors, je voulais voir comment arriver autour de 3%. Et donc, on a modifié, et on a fait le troisième scénario, où on a décidé de ne pas restaurer 23 km², 23,72, mais 19. Et là, on arrive à quelque chose qui est, à mon avis, politiquement acceptable. Le port du Havre n'assume plus qu'environ 1 km², environ, de restauration, et sa perte de profit ne dépasse pas les 4%. Eux, avec le facteur historique, le facteur de noir, ils passent à moins de 6%. Eux, c'est vrai qu'ils ont une responsabilité étonnamment, ils ont une perte de profit étonnamment importante au regard de leur faible responsabilité, mais c'est parce que c'est des secteurs qui ne doivent pas être très volumineux. Pourtant, il y a le secteur de l'assurance, mais bon, peut-être qu'en Haute-Normandie, il n'y a pas tellement d'assurance. Je ne sais pas. Après, on peut aussi aller revoir les données de base, parce qu'il y a une erreur dans les profits calculés pour la même référence. Dans le downscaling, dans la régionalisation, c'est pas impossible. On avait pas mal de problèmes dans certains secteurs tertiaires pour obtenir une valeur régionale correcte. Une question? En fait, j'ai un problème de compréhension sur le facteur historique. Oui. J'ai tendance à penser qu'en fait, ça aurait été un jeu à somme nulle. Donc, si on perd quelque part via le facteur historique, d'autres secteurs doivent gagner. Et là, si on regarde notamment ton graphique en dessous. Ah oui, je vais te poser la même question quand j'ai vu mes résultats. En fait, j'ai un dernier graphique qui va arriver qui est la demande finale. En fait, la demande finale prend énormément. Ah, d'accord. Oui, vous allez voir. Je vais le montrer tout de suite. Voilà. Ça, c'est la demande finale. Donc, on a les différentes catégories de demande finale. Donc, on a les exportations interrégionales, les ménages, donc ça c'est vous et moi, les exportations internationales, les gouvernements, administrations publiques, les investisseurs et les organisations sans but lucratif. On voit qu'en termes de responsabilité environnementale, dans le premier scénario, c'est les exportations vers les autres régions de France qui prennent une grande part de la responsabilité. Ils assument 4 km². Donc 4 km², c'est énorme puisque ici, il n'y a aucun secteur qui assume 4 km². Le maximum, c'est 1, quelque chose. Donc là, ça veut dire qu'on a transféré une bonne part de la responsabilité vers les catégories de demande finale. Mais ici, ce sont des entreprises qui exportent vers les autres régions de France. Donc probablement qu'il y a aussi des entreprises pétrolières. La région de Normandie exporte beaucoup de pétrole raffiné vers le reste de la France, et vers Paris notamment. Donc la région de Normandie est vraiment un approvisionneur d'énergie pour toute la France. Et donc c'est de nouveau les secteurs producteurs qui vont assumer ces coûts. Là on a les administrations publiques et les gouvernements des différents territoires qui vont prendre une grande part, qui vont souffrir le plus des coûts de restauration, même s'ils ont une faible responsabilité, mais on est c'est dérisoire, on est à 0,05% de leurs revenus. Donc,
En effet, on a transféré, avec nos scénarios, on transfère, on partage la charge environnementale vers un système de responsabilité partagée d'amende finale casque à mort. Mais les revenus sont tellement énormes parce que on parle de beaucoup de secteurs exportateurs, on parle de secteurs de gouvernements qui ont quand même des taxes et des impôts qui constituent une masse financière importante, et on parle de ménages. En Haute-Normandie, il y a 800 000 ménages. 800 000 ménages, c'est énorme. Peut-être qu'individuellement, chaque ménage n'a pas un grand revenu, mais un petit revenu fois 800 000, ça fait une grande capacité à payer sans pour autant en souffrir. Donc les ménages, ils assument leur participation à la restauration, ça représente 0,02% de leur revenu. J'avais calculé que ça faisait de l'ordre de 10 ou 13 euros par ménage et par an. Donc si vous êtes un couple, ça fait 6-7 euros par personne par an. Ce n'est pas la peine d'en discuter. Sachant que Olivier Baumet, dans un article qu'il a publié en 2007, il estimait le consentement payé alors j'ai que le chiffre agrégé, je crois que c'était 24 millions d'euros pour la restauration des zones humides, nourricerie compris. Et ici, on est bien en dessous de 24 millions d'euros. Donc déjà, ça ne représente pas beaucoup, 6-7 euros par an par personne, ou 14 euros par ménage. Et puis c'est inférieur au consentement à payer, donc a priori ça devrait passer, c'est acceptable, c'est légitime. Deuxième scénario, donc le premier scénario, ici en termes de manque finale, il passe, mais en termes de secteur producteur, ça ne passait pas pour les ports, donc on avait pris le deuxième scénario. On voit que tout augmente, les secteurs exportateurs passent à 8 km², mais ça représente toujours des faibles valeurs pour le revenu. Troisième scénario, on est toujours en dessous de 0,08% de nos revenus. Donc voilà, en tout cas, pour moi, pour la demande finale, il n'y a pas de souci. C'était mon inquiétude, j'avais peur de faire des scénarios qui sont très convenants pour le port du Havre et catastrophiques pour la demande finale. Je ne voulais pas non plus faire des scénarios qui avaient l'air totalement injustes, et je vois que ce n'est pas le cas. Donc moi je suis très content de ce résultat-là, il me satisfait pleinement, sinon j'aurais été très embêté. Je vais peut-être accélérer. Donc en gros, le principe de la responsabilité environnementale partagée, il montre quand même que, évidemment, on peut faire d'autres scénarios, on peut faire varier les paramètres différemment, on peut choisir d'autres données, on peut critiquer la manière dont c'est calculé, mais on voit que c'est un chemin que l'on peut emprunter pour rendre les coûts plus abordables, plus acceptables pour les acteurs qui devraient être amenés à les payer sur une base, pourquoi pas, volontaire. Alors on pourrait réfléchir à une base législative contraignante. Pourquoi, personnellement, je n'ai pas de problème avec ça, mais est-ce que ça passerait, est-ce que c'est réaliste dans la société actuelle? Peut-être pas. Il y a des juristes. En Amérique, ils ont des lois, qui peuvent être utilisées à cette occasion-là, mais dans le cas précis des nourriceries, je ne sais pas si ça s'applique très bien. Et on voit que on parvient à réduire les pertes de profit par secteur, donc ça rend la mesure plus acceptable, surtout qu'on a introduit le facteur historique, ça a quand même permis de rendre certaines pertes de profit moins importantes. Et on a pu identifier aussi et allouer la responsabilité au prorata de la valeur ajoutée et des inputs intermédiaires. Ça a permis d'objectiver le débat et pas de faire un quart comme Gallego et NNZ en 2005, parce que là, c'est assez arbitraire et ça ne passerait pas. Ça semblerait illégitime. Est-ce que, juste une petite question, tu as réinjecté le bénéfice associé à l'amélioration du environnemental dans ces calculs ou c'est extrait? Dans ce calcul ici, voilà. Dans ces résultats-là, je ne l'ai pas fait. Dans d'autres résultats, je l'ai fait, mais ceux que je vous montre là, ça n'a pas été fait. Parce que pour le PIB, oui, ça a été fait. Là, je vous montre les résultats de plein de versions de modèles différents. Pour le PIB, ça a été fait.
Mais ici, non, parce que mon modèle a été critiqué par des reviewers qui estimaient que le rétro-impact n'était pas assez important. En fait, un modèle input-output, c'est on prend une mesure, ça implique quelque chose sur la demande finale, qui modifie les modes de consommation, qui modifie la production. Et on s'arrête là. Mais quand on modifie la production, il y a un rétro-impact sur la demande finale. Et en général, les modèles input-output, ils ne rebouclent pas comme ça. Donc j'ai été critiqué pour ça. Et donc pour éviter la polémique, j'ai soumis ces résultats comme ça, sans réinjecter le rétro-impact. Comme ça, la polémique n'entrait plus en ligne de compte. Et ce que j'aimerais faire cette année, c'est faire ce rebouclage pour pouvoir éviter cette critique. Mais malheureusement, comme on prend en compte que la SOL, le rétro-impact, tu parlais du rétro-impact du bénéfice environnemental, hein, il reste faible. Il faudrait prendre la chasse récréative, la pêche récréative, les 9 autres espèces de poissons commerciaux. Et là, on pourrait avoir un rétro-impact issu des bénéfices environnementaux de la restauration qui serait visible. Mais tant qu'on n'a pas élargi, ce rétro-impact est difficilement capturable. Et il y a un autre gros problème. À la limite, on pourrait le capturer pour le secteur de la pêche. Mais malheureusement, les poissons, ça nage. Et ça nous pose des gros soucis de modélisation. Parce que, on a pris en compte le fait qu'ils nageaient, dans le sens où tout ce qu'on restaure dans l'estuaire de la Seine va se diluer dans toute la Manche. Et donc, si l'Angleterre ne s'y met pas aussi, si les autres régions du nord de la France, la Belgique et la Hollande ne s'y mettent pas aussi, on pourra restaurer tout ce qu'on veut dans l'estuaire de la Seine, ça restera dérisoire à l'échelle de la Manche. Or, les pêcheurs, ils pêchent dans la Manche. Et puis, même s'ils pêchaient dans l'estuaire, le poisson, il va jusque dans la Manche, il se dilue dans cet espace gigantesque. Et donc, si on voulait avoir un rétro-impact positif de la restauration des nourriceries, il faudrait faire des simulations en Angleterre, dans les autres régions du nord de la France, et ça, on n'a pas fait. Et on pourrait le faire à la grosse louche, mais si on veut le faire dans le détail, il faudrait interagir avec des gens qui travaillent là-bas. Et donc, une autre conclusion, c'est qu'on a identifié 5 paramètres sur lesquels on peut jouer et discuter avec les acteurs pour essayer de trouver un chemin un chemin soutenable et acceptable et légitime, où on peut restaurer des grandes surfaces de nourricerie sans mener à la banqueroute certains secteurs. Enfin, après, si on veut éliminer un secteur, ça c'est une décision politique. Hein. Si on veut arrêter les énergies fossiles, pourquoi pas. Mais je veux dire, si nous on le propose en tant que scientifique, il faut aussi proposer d'autres choses, sinon le débat va être coupé net et ça va s'arrêter et on ne pourra rien apporter. Et donc, les 5 paramètres sur lesquels on peut jouer pour recalculer tout ce que je vais présenter différemment, c'est le partage du coût entre les différents rangs de responsabilité. Là, il est basé sur la valeur ajoutée, on pourrait le baser sur autre chose, ça peut être critiqué. Le choix du partage entre chaque secteur au sein de la même rang, ça a été fait au prorata des inputs intermédiaires. On pourrait peut-être réfléchir à autre chose, quoique moi ça m'avait très sensé, mais je trouve ça très intuitif. L'année de référence à laquelle on revient, donc 79, 92, plus récemment, plus ancien, peut être discuté. Les secteurs qui veulent bien prendre en charge une part des coûts de restauration supplémentaires, même si ce n'est pas leur responsabilité, pour alléger la charge qui pèse sur le port du Rouen et du Havre, ça peut discuter. Quelle part ils veulent bien prendre? Moi j'ai dit 8 km², mais j'ai choisi ça pas vraiment au pif, mais on pourrait dire 7, on pourrait dire 10, on pourrait dire 4. Et puis la longueur de période de restauration, j'ai dit que c'était 11 ans, puis dans certains scénarios, 18 ans pour les ports, et je dis 11 ans, ça pourrait être 5, ça pourrait être 20. Tout ça peut être discuté, évidemment. Et puis j'imagine qu'en discutant, on trouvera d'autres paramètres sur lesquels jouer. Et donc l'idée, en fait, et c'est ce qu'on va tenter de faire cette année, c'est d'aller rencontrer les acteurs et de discuter de tout ça avec eux, leur présenter les équations, pas toutes parce que ça n'irait pas, mais certaines équations, leur dire voilà, ces 5 paramètres, ils jouent là et là et là dans les équations. L'équation, elle veut dire ci, elle veut dire ça, on vulgarise un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va comme ça améliorer les calculs pour espérer d'arriver à quelque chose qui soit légitime et acceptable pour les acteurs. Alors je ne sais pas, soit je fonce pour la suite, soit je m'arrête parce que c'est fatigué. La suite, c'est une tentative de dynamisation du modèle. Je peux soit aller au résultat, soit, je ne sais pas, est-ce que...
je vais au résultat et s'il y a des questions. Le principe, c'est on a travaillé avec un chercheur japonais qui fait de la modélisation de dynamique de système sur PowerSim. PowerSim, c'est comme Stella, Extend, Vensim, c'est tous ces modèles. Voilà, qui identifie des box, la population de poissons, la nourriture qu'ils mangent, leur naissance, la mort devrait être ici présente quelque part. Et on fait ces schémas, et puis derrière ces schémas, il y a des équations qui représentent vraiment l'écosystème, et même le système économique, même un système d'une entreprise. Hein. Et ce collègue a réussi à transformer mes équations linéaires de population de sol et d'habitat marin en équations non linéaires qui sont plus proches de la réalité. Et puis on a aussi, donc, il a vraiment dynamisé la partie écosystémique des modèles pour sortir de cette linéarité qui est une hypothèse quand même contraignante et on sait qu'elle n'est pas très juste par rapport à ce qui se passe dans l'écosystème. Et on a essayé de faire de même pour le système économique, on l'a fait que partiellement. Donc dans le système économique, on a dynamisé les investissements et la demande finale des ménages. Mais on n'a pas dynamisé tout le reste qu'on aurait pu dynamiser, qu'on n'a pas fait, et on aimerait le faire cette année. Et puis on l'a pas fait, on aimerait le faire mieux parce qu'on n'a pas bien fait. Il y a encore des parties fixes dans le modèle qu'on aimerait complètement dynamiser sur base de régression statistique. Alors les résultats, voilà, maintenant on est capable de donner non plus des bâtonnets comme résultat, mais des évolutions à travers le temps. Et donc pour les habitats de nourricerie, on a le scénario sans restauration, en noir, et on voit qu'entre 2007 et 2020, on a une perte de nourricerie. Alors ça, c'est basé sur des données observées et des avis d'experts. On a montré des séries temporelles d'évolution de nourricerie à un expert en hydromorphocynématologie, depuis 1834 jusqu'en 2004, et on lui a demandé où est-ce qu'on sera en 2030. Alors il a prolongé notre courbe comme ça à main levée, et nous on a calculé que ça ferait une perte annuelle de nourricerie de 0,48%. Chaque année on perd 0,48% de nourricerie à cause de la dynamique naturelle et anthropique de l'estuaire de la Seine. Donc c'est pour ça qu'on a une légère chute. Mais on aurait demandé, peut-être que cette courbe doit être ajustée sur base d'avis d'autres experts. Et quand on restaure les nourriceries, suivant les scénarios qu'on a simulés, on combine la restauration à ces phénomènes de destruction naturelle et anthropique, et on arrive finalement un peu en dessous de 130 km² autour de 2020. L'impact sur le stock de sol dans l'estuaire de la Seine, on est à 6 millions d'individus en 2007, et quand on restaure, on est à plus de 6 600 000. Si on ne restaure pas, on serait à moins de 5 800 000. Alors ces chiffres en valeur absolue, on peut aussi se poser la question si c'est une bonne chose que je vous les présente en valeur absolue. Ça a été tout un débat avec les biologistes d'Agro Campus Ouest pour parvenir à calculer ces chiffres à l'échelle de l'estuaire de la Seine. Ça pose question aussi, évidemment. L'impact en termes de pêche, la quantité pêchée. Alors, quantité pêchée de quoi? De sols qui sont nés dans l'estuaire de la Seine. Mais si on restaure, on passe de 1 450 000 à 1 600 000 individus. Donc si vous êtes un pêcheur et que vous baladez dans la Manche, vous pêcherez plus de poissons qui sont nés dans l'estuaire de la Seine qu'on a restauré. Et si on ne restaure pas, eh bien, vous ne pêcherez que 1 400 000. L'impact sur le PIB. Donc la restauration, ça a un coût, ça ralentit l'économie. Là, on a la crise de 2009, on l'a représenté ici. Et puis on voit que quand on restaure, on a la ligne rouge en pointillé, le PIB croît de manière un peu plus lente que quand on ne restaure pas, la ligne noire. Et donc toute l'idée, c'est de dire, est-ce que ce ralentissement de la croissance vaut la peine, sachant qu'on va restaurer 23,72 km² de nourricerie. Je dis l'économie, dans les deux cas, l'économie reste en croissance. Et la croissance est juste légèrement plus faible.
Dans un cas, on a 1,2% de croissance, dans l'autre cas, 1,3%. Donc on perd 0,1 point de croissance. Pour la gestion des incertitudes, et j'ai plus que 3 slides, dans certaines versions du modèle, on a pris en compte les prix. Parce qu'on nous a aussi critiqué, on nous a dit, ben oui, vous êtes bien gentil, vous faites de la restauration, mais vous allez faire chuter les prix. Parce que si on restaure, il y aura plus de poissons, donc plus d'offres, donc les prix vont baisser, l'offre va faire énorme. Donc peut-être qu'il ne faut pas restaurer. Bon, c'est un peu déroutant. Ben voilà, on a testé. D'abord, le modèle maintenant est capable d'estimer les prix de façon relativement claire. Le R carré est 0,52, donc c'est pas non plus merveilleux, mais on voit bien que la valeur calculée par le modèle, en noir, suit quand même très très bien la tendance de la valeur observée. On n'a pas les pics, on n'arrive pas à trouver ces pics-là parce que forcément ça dépend du pH, de la température, de la chlorophylle, ça ne va pas dans le modèle. Nous on a simplement les revenus, estimés par la valeur ajoutée, et la quantité pêchée. Donc quand le revenu augmente, les gens consomment plus, on pêche plus, mais quand on pêche plus, les prix diminuent, et voilà, tout ça se retrouve dans l'équation des prix. Il faut aussi savoir une chose, c'est que la restauration génère tellement peu de poissons au total, parce que les poissons sont pêchés dans tous les estuaires de la Seine, dans toute la Manche, qu'en fait l'impact sur les prix est dérisoire. Donc on aurait pu se limiter, enfin on avait déjà dit ça. On avait dit c'est pas l'estuaire de la Seine qui va influer les prix du poisson. L'estuaire de la Seine c'est tout petit dans la Manche. Mais on a quand même voulu vérifier, donc j'ai d'autres versions de ce graphique où on voit que quand on restaure, le prix ne change pas en réalité. Oui, il varie, mais ça reste dérisoire parce qu'on n'arrive pas à produire assez de poissons pour avoir une influence sur les prix. Je pense que là, tu as quand même une saisonnalité qui est assez marquée. Je pense qu'avec des dummy firebox, avec des malades d'amis, qui intègrent dans la variabilité l'effet saisonnier, à mon avis, tu peux... Avec 1, 2, 3, 4 par exemple. En essayant d'étirer la meilleure saisonnalité. Si on avait essayé, on n'a pas réussi. C'est quand même une bonne... On a mis une variable demi pour les saisons et je ne sais plus pourquoi finalement on a retiré. Alors je ne sais plus si c'est parce que ça ne marchait pas ou si c'est parce que dans le modèle on ne savait rien en faire. Il intègre juste la moyenne en fonction de la période. Parce que comme nous on a des valeurs annuelles, la saison on ne savait rien en faire, le modèle il pose une valeur annuelle. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça nous a posé problème je pense. C'est une saisonnalité pluriannuelle en fait. Oui. Tu peux avoir une saisonnalité pluriannuelle. Tu as l'impression que tous les X années, comme s'il y avait peut-être un boom du stock au niveau de recrutement, qui fait qu'il y a plus de... Ah non, ça on n'a pas fait, on n'a pas fait un nul. Ah oui, il faudra qu'on réfléchisse. Ah oui, intéressant. Après, pourquoi? Ça peut être un effet de recrutement. Je parle du stock qui a une espèce de cycle biologique qui change dans le temps. Peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas l'esprit, mais peut-être que les X années, il y a un meilleur recrutement qui fait qu'il y a plus de poissons et le prix chute et vice-versa, je ne sais pas. Après, tu as vu, 95, chaque fois les années sont par paquet. Bah oui, il faudrait étudier la question. Ouais. Une autre façon de gérer l'incertitude, c'est l'analyse de sensibilité. En fait, les valeurs qui sont dans le modèle, on a pris une valeur qui était la plus plausible possible, mais on ne sait pas si c'est la bonne. Et parfois, les auteurs disent on sait que c'est pas la bonne, mais on n'a rien d'autre, donc nous on a utilisé celle-là. Donc, par exemple, pour la mortalité naturelle de chaque population d'âge de poisson, dans les documents officiels de ICE, du CIEM, c'est 10%. Mais ils disent, on a mis 10% pour toutes les catégories d'âge de poisson, parce qu'on ne sait pas en fait. Et donc nous, on a fait varier ces 10%. Si on prend le 10% sur les données officielles qu'on a la courbe noire, on ne restaure pas la population poisson des dunes comme ça, on restaure la scène. Si on prend une valeur maximum et une valeur minimum, je crois qu'on avait fait plus, plus 50%. On a la ligne en pointillé légère, et c'est clean aussi. Et donc on voit que dans tous les cas, quelle que soit la valeur de la mortalité, le stock diminue, mais il pourrait d'abord augmenter et puis diminuer. Et donc, c'est plus raisonnable de dire, en fait, la réalité est dans tout ce range-là,
toutes ces gammes de valeurs-là, mais on ne sait pas exactement où. Même chose pour l'abondance. On a une densité de poissons par kilomètre carré qui nous a été donnée par Sébastien Rochette, de l'Agrocampus Ouest. Mais on peut se dire, lui-même nous a expliqué comment ça a été mesuré, combien de poissons il y a par kilomètre carré d'habitat de nourricerie. Ben, il nous explique quand le bateau arrive, le poisson il s'enfuit, on arrive à récolter que ce qu'on peut. On voit bien qu'il y a une forte. C'est difficile de mesurer les choses en milieu naturel. Donc on a fait varier les chiffres de Sébastien Rochette. Et encore une fois, on voit que dans tous les cas, le stock diminue, mais il pourrait d'abord augmenter et puis diminuer, ou d'abord diminuer fortement et puis ralentir. Et donc le plus sérieux, c'est de dire que la réalité est quelque part entre tout ça. Et enfin, une autre façon de gérer les incertitudes, c'est d'intégrer dans le modèle des avis d'experts qu'on n'a pas à donner. Donc ça peut faire pousser des cris d'horreur. Typiquement, le 0,48%, c'est pas un modèle qui nous l'a donné. C'est un expert en hydromorphosédimentologie, sur base d'observations de données du passé. On a donné une série temporelle, on les a regardées ensemble, on lui a demandé de prolonger la courbe, et on a calculé ce taux de destruction de nourricerie chaque année, 0,48%. Et on a intégré ça dans le modèle PowerSim de mon collègue japonais, Takubo Uehara. Et les modèles systémiques de dynamique des systèmes se prêtent très facilement à ça, c'est l'architecture du modèle, facilite l'intégration d'avis d'experts dans le modèle, ce qui est aussi possible dans le modèle input-output, mais c'est moins fait pour ça. Voilà, c'est notre façon de gérer les incertitudes. Et c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention.